Alors, François Laurent, tu es formateur, Mhm. et pas Ouais. que ça d'ailleurs, hein, mais on va parler de cette partie-là. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste la formation de coach au Fight Management College? D'accord. Alors, c'est une formation qui a pour but de donner des compétences aux futurs coachs de MMA. Mhm. C'est une formation qui est euh, elle recouvre différents aspects du métier, donc on est vraiment sur un aspect métier. Donc des compétences par rapport à l'entraînement, la pédagogie, l'enseignement, le management, la gestion du club, le marketing, etc. Donc très très polyvalent. Qui est une formation qui s'adresse soit à des enseignants diplômés qui ont déjà le droit d'enseigner, donc c'est notamment ceux qui ont des élèves en karaté, en boxe, en lutte. Ah Euh, oui, il y a un texte ministériel qui cadre tout ça, qui changera peut-être aussi vu que maintenant le MMA est en plein développement, donc on peut s'attendre aussi à des modifications sur certains textes. mhm. Puis, cette formation peut concerner aussi des éducateurs bénévoles, des personnes qui s'investissent dans le MMA et qui souhaitent de nouveau se doter des compétences pour pouvoir fonctionner sur cette activité qui est nouvelle. Enfin, pour moi, c'est vraiment un point important, c'est que le MMA, c'est vraiment un bébé, c'est une activité très très jeune. Oui, Euh, Quand on compare avec certains autres sports, hein, l'athlétisme ou autre, des sports sur lesquels il y a un très très grand recul. Le MMA, c'est une discipline vraiment récente et donc il y a beaucoup de compétences et de choses à développer, à transmettre là-dessus. d'accord. Donc, une personne lambda ne peut pas essayer de devenir coach MMA? Il faut absolument avoir un diplôme ou une connaissance dans le Alors, sport? il y a deux choses. Il y a, il y a l'aspect il y a l'aspect vraiment légal, c'est quels sont les diplômes qui me permettent d'enseigner le MMA. D'autres disciplines, hein. D'ailleurs, on est dans un pays, certains trouvent ça terrible, au contraire trouvent ça très bien. Moi, je trouve que c'est Oui. plutôt un pays où l'enseignement est quand même assez encadré dans toutes les disciplines, hein, que ça soit pour enseigner des métiers, boulanger ou autre, il y a des profs qui font ça et qui sont diplômés, et donc le sport est encadré, tout le monde ne peut pas enseigner les disciplines sportives. Dans ce cadre-là, le législateur a considéré que le MMA était une discipline particulièrement spécifique, on va dire, avec certains facteurs de risque ou autres, et donc Oui. c'est une discipline dont l'enseignement est particulièrement encadré. Un arrêté qui est sorti il y a quelques années définissant les diplômes pour enseigner les arts martiaux mixtes et donc qui impose un DGEPS, donc c'est un diplôme d'enseignement Mhm. par le ministère. Et donc, comme à l'époque, la discipline MMA n'existait pas vraiment, euh, Mhm. elle n'existait pas légalement, en tout cas, elle existait dans la pratique sur le terrain, on le sait tous, mais elle n'existait pas légalement. Donc, le législateur a considéré qu'il fallait être diplômé en judo, en karaté, en lutte, en boxe ou en boxe pied-point pour pouvoir enseigner le MMA légalement. Le fait d'avoir le droit légalement de l'enseigner, c'est déjà un très bon point. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a les compétences spécifiques pour cette discipline, puisque le MMA est une discipline spécifique. Et donc, le deuxième aspect où on peut se former, c'est se donner vraiment les compétences spécifiques à cet enseignement de cette discipline. Donc, il y a l'aspect légal d'un côté, puis il y a être vraiment bon sur le terrain, pour parler sans langue de bois, comment être bon sur le terrain. Et donc, c'est là-dessus que Fernand Lopez a développé, avec le Fight Management College, une formation de coach de MMA. Et sur quoi est-ce que tu interviens, toi, personnellement? Quelle est ta Alors, partie? moi, la première chose, c'est que moi, ma grande spécialité vraiment sportive, c'est lié au combat au sol, notamment à travers le jiu-jitsu brésilien. Mhm. Je pratique le jiu-jitsu brésilien depuis très longtemps. Je suis à l'origine de la création et du développement d'un club qui s'appelle Infinity en région parisienne, qu'on a monté avec David Pierre-Louis et Fabien Brochetel. Ah oui, Et je connais David Pierre-Louis, le nom. Oui, oui. quelqu'un de très connu et compétent dans le domaine du combat au sol. Donc, l'occasion d'interactions très riches pour évoluer là-dessus. Donc, moi, mon domaine de compétences vraiment physico-technique, c'est le combat au sol.
Je travaille aussi d'ailleurs à la Fédération française de jiu-jitsu brésilien sur l'aspect formation avec Alain Nagera. Donc voilà, vraiment l'enseignement du sol, c'est ma spécialité, et plus particulièrement la pédagogie, puisque la la technique et la pratique, c'est une activité qui est passionnante, mais moi, je suis particulièrement intéressé par les moyens de transmettre, les façons de transmettre de façon optimale les sports en général, les sports de combat plus particulièrement, et le sol de façon encore plus spécifique. Donc, j'interviendrai dans cette formation sur les aspects sol et sur les aspects méthodologie, enseignement, pédagogie, didactique, etc. Alors, mais qu'est-ce que ça va réellement apporter ce diplôme? C'est un diplôme, cette formation, c'est diplômant ou certifiant? Alors, c'est certifiant. Donc, comme je le disais, le législateur s'est positionné pour le droit à enseigner. Ce sont les DGEPS, judo, lutte, karaté, boxe et boxe pied-point. Donc ça, c'est pour l'aspect légal. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut simplement le faire parce qu'on a le droit, ou est-ce qu'on veut le faire bien? Et quand on veut le faire bien, en général, le meilleur chemin, c'est de continuer à se former. Je le dis de façon d'autant plus sincère que moi, je continue à me former en permanence, alors que j'ai le droit d'enseigner tout ce que j'enseigne. Voilà, donc il y a toujours des compétences à se donner. Donc, vraiment, pour répondre concrètement à ta question, le diplôme est ailleurs, mais au niveau certificat, au niveau acquisition de compétences, c'est là qu'on se positionne. Parce que je pense vraiment qu'il y a une spécificité au MMA qui est le MMA, ça n'est pas du judo plus on se met des tartes, ça n'est pas du point plus de temps en temps il y a un gars qui essaye de m'attraper une jambe, mais je me défends parce que je suis bon boxeur. Ceux qui pensent comme ça vont perdre beaucoup de temps. Ils vont perdre 10 ans, en gros, avant de comprendre que c'est pas ça. Bien évidemment, le MMA se nourrit de toutes ces disciplines, mais le MMA est devenu une discipline vraiment spécifique et entièrement à part. Et donc ça, c'est valable d'un point de vue technique, mais l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de penser que il n'y aurait plus qu'à se former d'un point de vue un peu technique sur les autres et puis ça va le faire. Ben non, parce que si je suis prof de judo et puis que j'apprends à boxer, je serai un prof de judo qui sait faire de la boxe, mais je suis toujours pas prof de MMA et je suis toujours pas combattant de MMA. Parce qu'en fait, c'est la synergie des trois disciplines qui crée vraiment quelque chose de particulier au niveau technique. Alors les combattants, heureusement, ils commencent à le sentir, ils comprennent bien que le boxeur, il peut pas garder sa garde de boxeur à partir du moment où on lui plonge dans les jambes. On a des cas, vraiment, le MMA, c'est des choses super intéressantes et passionnantes à suivre. Quand on voit le fameux Georges Saint-Pierre qui avait des réussites en lutte supérieures aux lutteurs, alors que lui n'était pas lutteur à la base. Lui, il venait du pied-point. Bon, après, il s'est formé au MMA longtemps, beaucoup. Il a beaucoup travaillé la lutte, etc. Mais il faisait mieux tomber que les lutteurs. Pourquoi? Parce que le MMA, ça n'est pas de la lutte et de la boxe, c'est du MMA, avec une façon d'entrer dans les jambes, avec une façon de combattre en percussion, etc. Et donc, voilà, le prof de judo qui pense que il a le droit d'enseigner le MMA, il fait un peu de boxe et puis il saura enseigner le MMA. Déjà, techniquement, on le sait, je le disais, on s'en rend compte, ça ne suffit pas. Mais d'un point de vue méthodologique également, c'est-à-dire que une fois qu'on a un peu compris ces interactions-là, comment on les enseigne? Comment est-ce qu'on prend quelqu'un et puis on doit lui enseigner à la fois la percussion, à la fois la projection, à la fois le combat au sol. On fait quelle quantité de chaque? On prend quoi dans chaque discipline? Parce que les disciplines sont spécifiques. Il y a des choses qui sont faites en boxe qui vont être peu réinvestissables en MMA. Il y a des choses qui sont faites en lutte, en judo, qui sont peu réinvestissables. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Comment on le combine? Comment on le place dans un entraînement? Et comment est-ce qu'on l'enseigne? Comment est-ce que ça s'apprend le mieux? Est-ce que ça s'apprend le mieux en faisant dans une séance et de la boxe et de la lutte? Est-ce qu'il vaut mieux faire que de la boxe d'un côté, boxe adaptée MMA, et que de la lutte à un moment? Ou voilà, donc l'aspect méthodologique du MMA et de l'enseignement du MMA est très très riche. La combinaison des trois disciplines fait qu'il y a vraiment des choses très très importantes à mettre en place. De la même façon, toujours dans l'acquisition de ces compétences et sur l'aspect où je pense que beaucoup auraient tort de penser pouvoir réinvestir tel quel ce qu'ils savent déjà faire. Alors, ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris, etc., c'est toujours utile. Mais c'est d'autant plus utile qu'on a réussi à le transférer, à l'adapter
Et pour ça, bien sûr, quand on est guidé, accompagné, c'est mieux. Parce que d'un point de vue préparation physique, c'est la même chose. On ne peut pas dire un boxeur, il a besoin de relâchement d'explosivité, donc je vais faire une séance relâchement explosivité. Et puis un lutteur, il va avoir besoin d'une force maximale, d'une force isométrique, de saisie, etc. Donc je travaille de l'autre côté. Puis comme j'ai fait les deux, on est bon. Même problème que celui qu'on a vu avec la technique. La question, c'est comment est-ce que dans un combat, on va passer de séquences dans lesquelles il faut être relâché à des séquences où il faut être ultra gainé, etc. Donc ça aussi, il y a une spécificité de la préparation physique en MMA qui ne s'invente pas, alors, qui s'apprend tout seul ou qui se découvre. Hein. Dès qu'on a du temps devant soi et 10 années, on peut tout apprendre. Hein. On peut apprendre énormément de choses, mais le but d'une formation, le but d'accéder à des experts qui, eux, ont déjà fait la préparation physique de combattants de MMA depuis des années, qui ont fait les soins de combattants de MMA, qui enseignent le MMA avec un public de haut niveau depuis des années. Le but, c'est de gagner 10 ans. Hein, voilà, et ça, enfin... C'est comme toutes les formations, en fin de compte, hein, parce que c'est vrai que maintenant, avec l'évolution des réseaux sociaux, on a accès à beaucoup de choses, à beaucoup d'informations, mais c'est un peu le brouillard. Il faut savoir où chercher et comment trouver, etc. Et en fait, la formation permet de gagner énormément de temps et d'avoir tout condensé, quoi. C'est l'idéal. De nouveau, c'est un des pièges de notre époque. Les informations sont disponibles, mais parmi les informations, lesquelles choisir, quand, comment, etc., lesquelles sont justes, lesquelles non. Donc, de nouveau, on peut faire les essais-erreurs soi-même, ou bien on peut suivre des gens pour détailler le chemin et donc avoir plus confiance par rapport à ça. Là aussi, les choses par rapport auxquelles il faut se méfier, c'est que, de nouveau, avec notre époque de réseaux sociaux, etc., on peut avoir, par exemple, un combattant qui perce ou un coach qui fait percer un combattant, et puis il a une méthode. Vous savez, à une époque, il y avait la méthode de Jean-Claude Van Damme, parce qu'il faisait le grand écart, donc son coach belge avait une certaine façon de faire... Bon, quand c'est basé sur une personne, ça n'a jamais vraiment de valeur. C'est-à-dire que quand un entraîneur raisonnable tombe sur une pépite, quelqu'un qui est extrêmement doué, il peut l'amener à percer. La question, c'est quand on veut apprendre auprès de quelqu'un, moi je déconseille d'apprendre auprès de quelqu'un qui a réussi une fois, même s'il a fait un super truc. Il vaut mieux apprendre auprès de gens qui ont mis en place un système, une méthode qui permet que dans le temps, ils réussissent très très régulièrement. Moi, c'est ça qui m'a tout de suite séduit dans la méthode mise en place par Fernand Lopez, c'est que on est quand même avec quelqu'un qui a monté le MMA Factory et qui place, c'est la mauvaise période au niveau mondial pour les placements de combattants, mais pour côtoyer Fernand, on se retrouve avec des week-ends où il a des combattants, un combattant qui combat en Russie, un combattant qui combat en Russie, un combattant qui combat à Londres. Donc la masse, la quantité, qui à la fois prouve que la méthode marche, qui permet plus de retour, parce que plus on a de combattants qui sont de par le monde, oui. Aussi, le but, le MMA est jeune et la formation est jeune et il y a encore des tas de choses à apprendre pour tout le monde et on doit continuer à améliorer le process. Et puis, au-delà de la masse, il en a placé beaucoup, il en a placé bien sûr beaucoup à très très haut niveau. Puisque notamment l'UFC, mais aussi le Bellator, etc., etc. Donc là, on n'est pas sur un coup de bol avec un combattant pépite qui a bien été bichonné par son coach, vraiment sur un système qui marche. Et le but de la formation, là, qui est mis en place, c'est de transmettre le système. En fait, c'est de donner clé en main une méthode qui a été testée et qui est éprouvée. D'ailleurs, Fernand nous a rejoint, Fernand Lopez. Coucou, bonsoir. S'il y a une intervention à faire, n'hésite pas. Également, tous ceux qui nous suivent, un grand coucou. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions, François Laurent est là. Il ne faut pas hésiter. Au contraire, en plus, il a de très très bonnes réponses. Alors, ce que je voudrais savoir également, c'est combien de temps dure cette formation? Alors, cette formation, elle est en 3 niveaux. Et ces 3 niveaux, là, le programme avait été un petit peu bousculé de nouveau. Alors, ça va être mon joker régulièrement, j'ai l'impression, au sujet des réponses, etc., puisqu'on vit quand même une époque surprenante. On en a tous conscience. Donc, c'est 3 blocs de plusieurs jours. Donc, il y a un premier bloc qui fait de mémoire 5 jours, après un bloc de 3 jours, un bloc de 2 ou 3 jours,
Donc, on est sur une formation globale pour les différents niveaux de 10 ou 12 jours. Le nombre de jours ne reflète pas non plus complètement la quantité de formation, puisque, bien sûr, maintenant, sur une formation, il y a de l'interaction avec les apprenants. Il y a des documents qui sont fournis, il y a des choses à voir, etc., qui font que la formation, même si le présentiel, il comprend un certain nombre de jours, l'impact, le suivi, l'aspect mentoring, le fait vraiment d'accompagner les apprenants, il se limite pas aux jours de présence. Voilà, et on parlait un peu tout à l'heure à la fois de la transmission et puis du nombre d'informations qui circulent. Le fait aussi d'avoir des personnes ressources qui vous accompagnent, c'est aussi quelque chose qui est très important. On le voit avec nos combattants. On va pas dire à un combattant, voilà, tu donnes le coup de poing comme ça et puis ciao. Non, tu le fais. C'est pareil au niveau d'une formation pour aider quelqu'un à acquérir les compétences pour devenir entraîneur. On lui donne des informations, il teste, et puis à un moment, il revient et il dit, ouais, j'ai dit ça avec ça, et puis le résultat, c'était pas tout à fait celui que je voulais qu'on m'avait promis. Donc, du coup, c'est des choses, voilà. Après, on peut faire des questions qui avaient été améliorées, voir comment aller plus loin, s'adapter à un cas spécifique. Donc, il y a les jours de formation, mais il y a aussi le fait que c'est faire partie d'une team, accéder à des ressources humaines et pas être lâché dans la nature. Et combien est-ce qu'il y a de places, en fait? Combien de personnes peuvent s'inscrire? Alors, là, ça va être joker. De nouveau, à la fois, je ne m'occupe pas vraiment de l'administratif sur la formation. Bien sûr. Et ensuite, les lignes ont pas mal bougé avec la pandémie, avec les choses. Oui, c'est compliqué, c'est hyper compliqué. Oui. Donc, ce qui à la base était prévu comme une salle, 20 personnes, etc. Je vais t'avouer que là, par rapport au changement, je ne peux pas te dire exactement combien de candidats seront retenus. On va dire que c'est ouvert. N'hésitez pas à vous inscrire. Il ne faut pas hésiter à appeler et se renseigner, etc. Oui. Et tu collabores du coup avec d'autres personnes? Tu prépares les cours avec d'autres personnes ou tu es tout seul dans ton enseignement ou il y a une équipe autour? Malgré ma faible maîtrise d'Instagram, comme tu l'as constaté tout à l'heure, il y a d'autres réseaux sociaux sur lesquels on a notre travail d'équipe et on collabore et dialogue très très régulièrement pour coordonner la formation. Parce que à la fois ça nous permet de nous enrichir des expériences de chacun, puisqu'il y a une équipe mise en place par Fernand, avec aussi Benjamin Serfati, François Maubert qui est un kinésithérapeute, Nicolas Hoth qui s'occupe de la préparation physique des combattants de MMA Factory. Donc du coup, on peut échanger, coordonner les choses, puisque les choses se recoupent. La pédagogie, c'est préparation physique, mais de temps en temps, on peut aborder des choses qui sont liées au physique ou autre. Voilà, l'intérêt, c'est pas être sur ces cours qu'on a peut-être déjà tous vécu où les formateurs changent et puis un truc peut-être intéressant, mais qui redit 3 fois au cours de la même formation. Oui. Le temps, c'est quelque chose de très précieux. C'est précieux à l'entraînement. Donc, c'est d'ailleurs un des contenus de formation. Comment on fait pour que dans 1 heure, il y ait 60 minutes d'entraînement et pas 5 minutes à tourner les bras, puis 3 minutes à ci, puis ça, puis de la technique, puis après des combats dans lesquels des fois il ne se passe rien, on a perdu notre temps. Donc, comment est-ce qu'on organise un entraînement d'une heure pour que chaque seconde soit une seconde d'apprentissage, de progrès, de perfectionnement, de conditionnement positif, etc. Mais c'est la même rigueur qu'on s'impose à nous quand on donne la formation. C'est le côté pause café, puis tout le monde se présente et comment ça va, etc. Et puis on a déjà passé un quart d'heure. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de nouveau comment en 60 minutes on récupère pour chaque heure vraiment 60 minutes de contenu pertinent qui va travailler avec moi toute ma vie de coach. Voilà. Donc oui, on est heureusement coordonnés. Sinon, on serait mauvais. Et donc, toute cette équipe d'Esper va se retrouver dans le 94? C'est bien là où se dérouleront les cours en présentiel? A priori, oui. Normalement, le lieu n'est... il reste inchangé. C'est pas à ma connaissance. De nouveau, 3e joker en notre époque de... Faut pas hésiter. Je limite pas les jokers. Donc, voilà. Mais oui, a priori, on est de toute façon accessible Île-de-France et région parisienne. Ça commence bientôt. Ça commence bientôt. Ça a été un peu repoussé de nouveau.
l'actualité. Je parle pas des élections américaines, mais Donc on n'a pas les résultats encore. Un point que je voulais vraiment donner sur l'opportunité que c'est de se former et de se former maintenant, je l'ai un peu évoqué sur le fait que le MMA est une discipline jeune, mais pour moi, alors ça va peut-être faire un peu hérisser certains fans ou autres, mais le MMA est une discipline immature pour le moment. C'est-à-dire que c'est une discipline qui est jeune, qui se cherche. Une des preuves de l'immaturité du MMA, ça va faire peut-être encore hurler d'autres personnes, c'est le fait qu'on ait si souvent des greatest of all time. Vous voyez, le combattant invincible, etc., qui est vraiment le combattant du siècle. On en a eu quand même des combattants du siècle, on en a eu quelques-uns les dernières années, qui sont tous des combattants extraordinaires, des personnes fantastiques, etc. C'est pas là-dessus que j'interviens, mais ça n'existe pas dans un sport complètement mature. Ou alors, s'il y en a vraiment un dans le siècle, des combattants du siècle. Mais ce qui se passe, c'est que comme la discipline comme d'un point de vue technique, méthodologique, les choses sont... Excusez. Comme... C'est Fernand qui... Comme souvent, le champion, le plus grand, etc., en fait, il vient sport, alors d'un autre sport de combat, je ne veux pas être de mauvaise foi, mais il vient d'un autre sport et puis en quelques années, il a fait le passage vers le et les autres n'arrivent pas encore à trouver la faille, etc. Ça montre bien que la discipline est encore immature parce que il n'y a pas d'équipe de football qui gagne 29 matchs sur 29, par exemple. Pour prendre un exemple, ça n'existe pas. Et pourquoi? Parce que ce sont des sports qui sont arrivés à un niveau d'équilibre parce que les compétences sont partout. Et de la même façon, le MMA féminin est encore très, très, très en retard par rapport à ce qu'est le MMA masculin. Et donc, le fait que cette discipline soit immature, c'est quelque chose qui est une opportunité unique dans une vie pour un coach. Pourquoi? Parce que le ticket d'entrée est encore accessible. Le ticket pour être autour de la table du MMA français, du MMA européen, du MMA mondial, ça c'est chacun selon, c'est du MMA régional, chacun a des Tout à fait. Mais comme la discipline est immature, il y a encore de la place pour la rigueur, l'apprentissage rapide, se doter de compétences que les autres n'ont pas, y compris des compétences que des gens qui ont du succès n'ont pas. Ils en ont certaines, mais ils les ont pas toutes, parce que de nouveau, on n'est pas encore sur un système complètement construit. Et donc, voilà, le ticket d'entrée est possible. On peut prendre un ticket pour être autour de cette table-là en se formant maintenant, en étant compétent dans les 3 distances, en comprenant cette méthodologie, cette spécificité de cette discipline qui est en train de se construire. Et ceux qui ont l'impression que c'est déjà mort, que c'est fini, parce qu'il y a des grosses équipes en place, le MMA Factory qui est indéboulonnable, il y a des teams aux États-Unis qui sont indéboulonnables, etc. Dans quelques années, ils risquent de se dire « Ah, mais en fait, non, c'était faisable. Il y avait un ticket d'entrée, mais ça m'a paru pas possible à l'époque. Maintenant que c'est passé et que j'ai vu que d'autres se sont formés, ont mis en place des process, des méthodologies et ont du succès, en fait, j'aurais pu le faire aussi. Maintenant, peut-être que ça devient un peu dur d'accès parce que la place est saturée, etc. Donc, c'est le bon moment pour se former et se donner des compétences dans une discipline qui est encore jeune. Et là-dessus, je vais encore un peu saluer le travail de Fernand, mais alors on pourrait dire, forme avec Fernand, c'est pour ça que j'en dis du bien. Moi, j'ai tendance à voir les choses à l'inverse, c'est-à-dire que comme j'en pense du bien, c'est pour ça que j'avais envie de former avec lui, parce que des opportunités de formation, il y en a toujours d'autres. C'est que il y a les gens qui sont des experts et qui connaissent beaucoup de choses sur un domaine. Et puis, pour moi, il y a une catégorie qui est au-dessus, c'est les chercheurs. C'est les gens, ils maîtrisent ce qu'il y a sur le domaine parce que d'autres l'ont produit, ils l'ont appris. Et puis, de leur côté, ils font leurs recherches, leurs expérimentations pour apporter des choses en plus. Et Fernand, de ce point de vue-là, c'est un chercheur. C'est quelqu'un, il y a des choses qui se passent à MMA Factory que vous ne trouverez nulle part ailleurs, ou alors il y a des combinaisons de choses, vous trouverez certains éléments ailleurs, mais pas combinés comme ça. Parce que, de nouveau, et moi, c'est ça qui me passionne dans le projet, c'est ça qui me passionne dans le processus de formation, c'est qu'il y a une méthode. Donc, il y a des choses qui s'articulent, c'est pas des connaissances qui arrivent comme ça. La préparation physique, dans quel cas est-ce qu'on l'intègre à l'activité, avec quel type de public, dans quel cas est-ce qu'on la fait en dehors, avec quel type de public, quelles contraintes, pourquoi, comment on fait les stratégies de match, comment on gère le psychologique par rapport au physique, etc. Voilà. Donc,
il y a une méthode et donc Fernand, c'est un chercheur qui a apporté aussi des choses là-dessus. Et donc, c'est aussi l'occasion de bénéficier de ces retours-là, de cette méthode-là, pour pouvoir s'asseoir à cette table des coachs de MMA. Alors, coucou à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. On est là pour ça. Alors, je vais également rebondir sur l'aspect psychologique. Tu as une licence de psychologie. Mm-hmm. C'est bien ça. Il y a énormément de choses. Hein. Donc, ça te sert vraiment dans tout ce que tu fais par rapport au sport. Et tu travailles également sur le mental, en fait, des personnes que tu accompagnes. Tu accompagnes des combattants également? Oui, j'accompagne des combattants, enfin ceux qui me font confiance, et notamment dans le travail au sol. Les diplômes, c'est toujours utile, important, etc. Faut pas hésiter à en passer. Après, il y a les compétences et puis il y a le vécu, et puis il y a la part de choses qu'on acquiert avec l'expérience qui peut se transmettre. Oui, on le sait bien. Enfin, l'aspect mental, c'est fondamental. Alors, c'est fondamental dans tout. Hein. Maintenant, on peut plus aborder un thème mindset pour être sur quelque chose d'un peu à la mode, mais que je critique pas du tout. J'y crois vraiment. C'est souvent l'aspect vraiment primordial qui permet le reste. Ce mental, dans les sports de combat, c'est encore autre chose parce que par rapport aux autres sports, quand on est sur une ligne de départ en athlétisme, et j'ai un grand respect pour l'athlétisme, mais on court seul, avec les autres, il y a la pression, etc. Et le but, c'est bien sûr d'être le plus rapide, mais l'action de l'autre, l'activité de l'autre n'a pas un impact directement sur la mienne. C'est-à-dire que celui qui court à côté de moi, il n'essaye pas de me faire un croc en jambe. Donc, je peux à un moment me concentrer sur moi et y aller. La difficulté qu'il y a, particulièrement dans les sports de combat, c'est qu'à partir du moment où l'autre vous met la main dessus, ou vous frappe ou autre, vous ressentez directement les effets de son action, ce qui directement déstructure un peu ce que vous faites. Ça a été attribué à Mike Tyson, il semblerait que ce soit pas lui qui ait dit ça, mais qui disait aucun plan ne tient une fois qu'on a pris un premier coup de poing dans la tête. Bon, donc il y a cet aspect très très particulier. Alors, de la violence, de la peur, au-delà de l'enjeu qu'il y a dans tous les sports, mais aussi du fait que l'action physique de l'autre s'exerce sur mon propre corps, ma propre intégrité. Donc, du coup, ça me bouscule dans mes habitudes. Donc, ça me bouscule. Je peux pas me dire, comme d'habitude, reste bien concentré, je dois m'adapter. Donc, ça, c'est vraiment un point très, très particulier des sports de combat. Le MMA, on est encore sur un cran au-dessus. C'est pour ça que la discipline est fascinante. C'est pour ça, j'imagine aussi que tu t'y intéresses et que tout le monde s'y intéresse. C'est que il y a tout qui est mélangé. Faut recréer de l'ordre dans le chaos, parce que le chaos, c'est des coups de poing, des coups de pied, des coups de genoux, des projections, des gens qui vous saisissent la tête, etc. Donc, ça part dans tous les sens, avec bien sûr l'intégrité physique à défendre, donc une vraie peur pour sa santé. Symboliquement, les sports de combat, c'est aussi terrible, c'est être vraiment battu, mis au sol, etc. Oui. Donc, l'enjeu affectif est terrible. Si en plus on rajoute ça, le côté, le combat du samedi soir, quand on rentre dans une cage, moi j'ai jamais combattu en cage, mais je suis déjà rentré physiquement dans une cage, simplement le lieu, je parle simplement le lieu. Quand les portes se referment, ça fait c'est particulier. Le bruit, l'environnement. Là, on est face à quelqu'un et puis on peut pas sortir. Donc voilà, l'aspect psychologique, il est fascinant dans le cadre du MMA. Et donc bien sûr, la préparation mentale et comment transmettre des choses, comment repérer les différents profils, parce que les athlètes n'ont pas les mêmes besoins. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'autonomie, il y a des gens qui ont besoin d'être plus chapeautés. Il y a la différence entre ce que l'athlète a l'impression d'avoir besoin, ce dont il a vraiment besoin, etc., etc. Donc c'est difficile parfois à faire comprendre justement à l'athlète, j'imagine. Oui, oui. Alors, ce qui est marrant, ça me fait penser à un autre aspect qu'on aborde aussi dans la formation, c'est l'aspect management du combattant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le côté psychologie de l'entraînement, comment interagir avec quelqu'un pour qu'il progresse au mieux. Il y a la préparation mentale et l'interaction entre le coach et le combattant par rapport au jour du combat. Il y en a qui ont besoin d'être un peu plus laissés tranquilles, il y en a d'autres qui ont besoin d'être un peu plus rassurés, etc. Enfin, il y a plein de choses. Comment on gère l'adversaire, etc. Et puis, il y a l'aspect carrière.
Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très spécifique au MMA. Alors, il y a un MMA loisir qui est passionnant d'un point de vue moteur, tout ce qu'on peut faire. Il y a un MMA compétition amateur qui est passionnant aussi. Puis il y a un MMA professionnel. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de monde qui a envie, de nouveau, je pense que c'est une occasion unique d'être à cette table-là, de rentrer dans le monde du MMA professionnel. Et le MMA professionnel, bon, il y a à la fois les questions d'argent, etc., mais il y a aussi la gestion de carrière. D'habitude, quand on est un pratiquant, compétiteur de judo, c'est relativement tracé. On fait ses championnats régionaux, on se qualifie pour le championnat de France. Après, on a plus ou moins la place en fonction de ses résultats. Le MMA, c'est très différent. Et il y a une gestion de carrière avec aussi quel moment faire quel match, parce qu'il y a des statistiques qui comptent. Est-ce on démarre sa carrière avec 3 défaites? C'est pas forcément, même si on a rencontré des gens très très forts, ça peut être compliqué. Et puis en même temps, on a un combattant qui a envie d'aller vers des plus grosses. Ah, on a une petite coupure. Ah, on a une petite coupure. C'est bon. Oui, un appel, mais je l'ai switché. Donc voilà, c'est aussi un aspect psychologique de plus, d'une autre discussion qui n'est pas toujours présente dans beaucoup de sports, qu'il est bien sûr dans d'autres sports professionnels, qui est de convaincre un combattant qu'il y a un chemin qui est peut-être plus long et qui est meilleur pour lui ou etc. Enfin voilà, donc l'aspect psychologique est important à plein de niveaux. Et l'intelligence de combat, c'est inné ou c'est quelque chose que le coach doit apporter? Alors, je pense pas que c'est inné. Je ne pense pas que c'est inné. Il y a des gens, bien sûr, qui ont toujours des facilités, comme dans toute activité, dans toute compétence, dans toute action humaine. Il y a des gens qui, au départ, semblent un peu meilleurs que d'autres. C'est le vécu, c'est l'enfance. Enfin, moi, sur le débat inné-acquis, c'est un débat auquel je ne crois pas trop parce que, en fait, tout est inné et tout est acquis. On peut pas apprendre quelque chose qu'on n'est pas à la base capable de faire. Donc, forcément, il y a de l'inné. Et puis, on peut être capable de faire tout ce qu'on veut. Si on n'a pas appris à le faire, on ne sera pas capable de le faire. Donc, en fait, le débat se pose pas trop comme ça. Pour moi, il faut toujours se mettre au boulot et apprendre. Et puis, on verra bien ce qu'on est capable de faire. Il n'y a pas d'autre solution. On va pas faire une biopsie du système nerveux et dire non, toi, laisse tomber, c'est pas la peine. Et puis, on verra bien jusqu'où on peut monter. Et je pense que tout le monde peut monter très haut. C'est aussi un truc qui est fabuleux avec les sports de combat et avec le MMA, c'est que la variété permet à des profils tellement différents de s'exprimer. Entre des gars qui tiennent la longueur, qui gagnent sur les fins de match, après des combats marathons, et puis d'autres qui sont très explosifs, un McGregor qui gagne en début, etc. Voilà, on a des profils qui n'ont rien à voir. Et donc, sur l'intelligence du combat, il y a des gens qui vont avoir des choses un peu plus instinctives avec les bonnes réponses. On parle de ceux qui font les bonnes choses, pas ceux qui font les mauvaises. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps pour construire les choses, mais c'est ça aussi le rôle de l'entraînement, le rôle du coach, c'est de permettre à l'athlète d'exprimer aussi l'intelligence du combat qui lui convient. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui a un instinct très fort, qui a les bonnes réponses sur le coup, etc., on peut avoir l'intérêt à l'amener dans une forme de combat qui va vite, qui est très chaotique pour l'adversaire parce que vous avez quelqu'un qui, lui, traite l'information beaucoup plus vite. Donc, plus il y aura d'informations dans tous les sens pour les deux combattants, plus celui qui est un peu meilleur pour traiter vite l'information, avoir la réponse un peu, alors, de nouveau instinctive, j'aime pas le terme, mais non conscientisé. Vous voyez, c'est passé en arrière-boutique, qui n'est pas forcément directement explicable, mais qui est tout à fait cohérent par rapport au vécu et autres, qui fait que, il y a le coup de poing qui part au bon endroit, au bon moment, etc. Donc ça, vous avez des athlètes qui s'épanouissent et donc leur intelligence du combat s'épanouit dans ce chaos informationnel. Et puis, de l'autre côté, vous avez des gens, on va dire, qui sembleraient plus lents, etc., mais qui sont capables de construire des choses très, très efficaces. Eux, il va falloir qu'ils ralentissent le combat. Il va falloir qu'ils évitent ces phases où il y a beaucoup de chaos, beaucoup d'informations, pour petit à petit aller vers un système très, très méthodique, un entonnoir où il se passe les choses comme ils veulent. Et bien évidemment,
c'est réducteur de dire que ça se limite à ça. Les profils s'expriment dans chaque distance de la même façon. Mais quelqu'un qui a besoin de temps préférera aller vers du corps à corps, aller vers du sol, etc. et mettra en place son intelligence à lui là-dedans. Et quelqu'un qui traite très vite l'information, il a intérêt à ce qu'il y ait de la cadence, du mouvement, de la vitesse et de la percussion. Parce que son adversaire traite sans doute l'information moins vite que lui. Et de nouveau, c'est du game plan et c'est aussi de la préparation à l'entraînement. D'ailleurs, il y a une question que je me pose en ce moment concernant les départs en retraite. Alors, quel est le bon ratio pour une carrière en tant que combattant MMA? Est-ce que c'est 10 ans pour que le corps supporte, hein? Et pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les combattants de partir à la retraite? Par exemple, on voit Anderson Silva à 45 ans, on le voit, mais il y en a d'autres encore, hein. Pourquoi c'est si difficile? Alors, je vais donner mon avis, mais qui est un avis personnel et qui n'est pas un avis professionnel. Oui. Parce que je ne suis pas manager de combattants. Et donc là-dessus, je donne mon avis de passionné de sport de combat. Alors déjà, il y a le discours et les faits, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être dire je reviens parce que j'ai le goût du combat, je veux combattre, etc. Ils ont peut-être un problème avec leurs impôts ou un divorce qui s'est mal passé, etc. Donc, d'accord, ça peut être aussi l'aspect financier. Il y a des choses qui peuvent se passer, surtout quand quelqu'un a consacré sa vie à développer ses compétences dans un domaine précis et pas forcément dans d'autres domaines. Et donc, sa façon de gagner de l'argent, c'est d'y retourner. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, il y a des profils de combattants, on le savait déjà avec la boxe, très, très différents. Il y a des combattants qui encaissent beaucoup et puis il y a des combattants qui prennent pas beaucoup de coups. Donc, forcément, la longévité de la pratique n'est pas la même et le risque à poursuivre n'est pas le même. Alors là aussi, je fais un aparté dessus. C'est là aussi qu'il y a un aspect éthique qui apparaît dans l'entraînement. On sait qu'on est sur des sports durs. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir forcément de la casse. Et à un moment, est-ce que je sors des champions parce que j'apprends aux gens à frapper fort, résister bien aux coups, être dur mentalement et plus dur que l'autre. Et puis j'ai des athlètes qui après sont brisés après quelques années ou qui ont les séquelles, etc. Ou est-ce que je mets en place un système de combat plus exigeant, mais à mon avis plus efficace aussi, mais plus exigeant, qui demande de la rigueur du temps, qui est basé sur comment je crée des problèmes à l'adversaire, comment je les gère, comment je crée de la distance, comment je crée de l'anticipation, de la réaction, etc. Et donc, comment est-ce que je développe pour mes combattants une façon de combattre qui leur permet plus de longévité parce que, voilà, et là-dessus, l'éthique du coach, c'est pas de choisir ce qui l'arrange pour avoir la médaille la plus vite. Le plus vite, c'est de trouver un système qui soit éthique aussi pour le combattant, pour le rendre efficace, mais lui permettre une carrière ou longue ou courte, mais de laquelle il sorte en bon état. Donc, bon, par rapport aux retraites, il y a ce côté-là. Il y a ce côté, effectivement, santé, le nombre de coups qu'on a pris. Et puis, il y a le côté aussi management du combattant, matchmaking, etc. Georges Saint-Pierre le disait de façon, c'était vraiment intéressant quand il le disait après la retraite de Khabib, ou l'annonce de la retraite. Il disait, il a fait le bon choix parce qu'il s'arrête au meilleur moment, parce qu'il a tout gagné et tout est ouvert, le cinéma, la télé, etc., etc. Bon. Et effectivement, s'il y a des combats en plus et qu'il y a des défaites qui apparaissent, etc., c'est plus la même chose. Alors, cet argument-là n'est pas valable que pour ceux qui sont invaincus. Un combattant qui a un beau palmarès et qui s'arrête, il laisse une belle image. Quand il y a un peu une descente aux enfers, que parfois on en vient à avoir un peu pitié de certains combattants. Il y a des combattants qu'on admirait. Alors l'admiration, c'est un sentiment très fort. Et puis après, il y a des sentiments, les mêmes combattants, on en a un peu pitié après. C'est terrible de passer de l'admiration à la pitié pour la même personne. Et donc forcément, c'est pas la même seconde carrière qui s'ouvre, y compris même simplement ouvrir un club. Une franchise enseignée. Si on est parti en étant en bon état et avec de belles victoires, etc., on attirera plus sur son nom que des gens qui nous ont vus vieillissant dans la cage à prendre des dérouillés. Donc voilà, il y a
J'ai pas forcément répondu à ta question, mais il y a beaucoup de Non, facteurs. mais si, ça m'éclaire parce que c'est vrai que c'est quelque chose, je me pose la question depuis quelque temps. Je me dis bon, je comprenais pas du tout. D'ailleurs, on a quelqu'un qui pose une question, c'est Smaïl qui demande qui est ou qui a été le meilleur coach en MMA d'après vous. Enfin, de MMA. Ouais. Bon, moi en France, j'ai ma réponse. Tout le monde me l'a entendu la formuler plusieurs fois, donc j'ai pas besoin de la reformuler. Fernand. Je pense que c'est mon opinion, mais c'est un fait aussi parce qu'il y a des chiffres. Voilà, à un moment, bon, qui envoie le plus de combattants et qui a les meilleurs résultats. Voilà, on a la réponse. Pour ce qui est au niveau international, j'aime pas. J'ai toujours du mal à dire qui est le meilleur parce que c'est une activité qui est tellement dure et compris. Alors, si on me demandait qui est le meilleur, c'est encore pire parce que c'est Le préféré, celui qui touche le plus. Préféré, ouais, absolument. C'est tellement dur de monter dans la cage, etc., que de dire lui, c'est vrai. moins bon que lui ou machin. C'est des choses. Enfin voilà, c'est tellement dur comme activité que j'ai du mal à mettre ces critères-là. Alors pour les coachs, moi, une chose que j'ai beaucoup aimé d'une écoute micro entre deux rounds de Greg Jackson, et vraiment, ça m'a tellement bluffé parce qu'on parlait de la psychologie. C'est qu'il coachait un combattant qui, sur son premier round, se prenait une grosse dérouillée en pied-point, et donc le gars qui était plutôt lutteur ou autre, donc était déjà pas mal tuméfié, avait pris pas mal de coups, revient un peu abattu. Il s'installe sur le tabouret, et là on entend Greg Jackson qui lui dit: tu vois, il se passe exactement ce qu'on avait prévu, et maintenant ça va être à toi. Tu vois. Et donc, et ça, moi j'ai trouvé ça comme recadrage un truc fabuleux. C'est-à-dire qu'ils se sont entraînés en se disant: tu sais que le premier round il va être difficile, tu sais que tu es moins bon striker, mais que tu es plus endurant, tu sais que tu as le game plan pour qu'il se fatigue, mais ça va faire mal. Et cette douleur-là, on ne peut pas la transmettre au combattant à l'entraînement, parce qu'on ne va pas lui taper dessus pour de vrai, pour l'habituer au truc. S'il y a un truc qui n'est pas professionnel, c'est d'user ses combattants à l'entraînement. Et donc, et là, le gars, il arrive, il est plein de doutes, etc. Parce qu'il se dit: merde, je suis en train de perdre mon combat à l'UFC. Et puis en plus, il a mal, et puis il a peur, et puis il a tout ça. Et là, son coach lui dit: mais voilà, on est dans le plan. C'est exactement ce qui avait prévu. Ça ne veut pas dire que c'est souhaitable. On aurait prévu que tu gagnes au premier round, bien évidemment, on aurait préféré. Mais c'était ce qui était prévu. Et donc, la suite, ça va se passer exactement comme on a prévu ça. C'est que tu vas t'imposer sur le long terme, etc. etc. Et donc, voilà, Greg Jackson, de ce point de vue-là, moi je l'aime beaucoup, mais bon, Et le combattant préféré, c'est Georges Saint-Pierre. Non, c'est ça. J'ai cru. Je trouve Georges Saint-Pierre, qui peut trouver quelque chose à redire à Georges Saint-Pierre, je ne sais pas. Mais moi, c'est vrai, alors c'est de nouveau, c'est pas du tout lié c'est lié à mon background, tout simplement. Moi, je suis particulièrement friand des combattants qui sont très, très orientés préhension, pour voir comment est-ce qu'ils tirent leur préhension au combat au sol, ou lutte. Et donc, de nouveau, je les place pas du tout comme les meilleurs combattants de MMA, ça n'a rien à voir. Je dis juste ceux que moi, où je suis toujours un peu curieux de l'enjeu. Damien Maia, Jacare, même Ben Askren, je sais que sa fin de carrière regrettable, mais c'est des gens, moi, j'aime beaucoup voir comment est-ce qu'ils vont placer leurs solutions très très particulières, assez spécifiques. Il y a toujours un enjeu fort à venir au contact à tout prix contre des gens qui le savent que vous allez venir au contact, qui vous attendent pour vous frapper. Ça me renvoie aussi un peu à un imaginaire des premiers UFC où voilà, on avait vraiment le jiu-jitsu brésilien qui osait y aller contre des gens qui frappaient. Donc moi, c'est ces combats-là où j'ai le plus d'adrénaline, on va dire, mais c'est pas du tout un jugement sur le niveau du combat. Et Gracie. Et Gracie aussi. Ouais. Et puis moi, je suis pas je suis un inconditionnel de personne et un fan de personne, mais il faut vraiment tirer quand même leur chapeau à une famille, et y compris un gars comme Royce.
des comparatifs YouTube en disant mais Royce, quel niveau il aurait, ou est-ce qu'il est vraiment si bon qu'on le dit, donc sous-entendu en fait pas vraiment, avec une analyse qui montre qu'il sait pas bien faire ça, qu'il sait pas si bien faire ça que ça. Et moi, j'adhère pas du tout à cette façon de fonctionner, parce qu'il faut replacer les choses dans l'époque. Et on a quand même un mec jeune, léger, voilà, qui arrive dans une cage avec des mecs dopés qui font le double de sa taille, qui le mettent en miettes. Il en a 3 à faire dans la soirée à la suite, avec la famille derrière qui lui met une pression de dingue et le monde entier qui regarde. Là, on parle de préparation mentale, mais c'est incroyable. C'est ce qu'il fait, c'est incroyable. Donc, beaucoup de respect pour Royce Gracie, quoi qu'on dise par ailleurs, quelque chose. Ah, c'était clair. Beaucoup de respect. Cette famille-là, ils ont changé le game. Alors, j'ai 2 petites questions parce que ça va bientôt faire 1 heure. Juste à savoir, parce que quand je vois ton cursus, je me demande, tu as toujours rêvé d'enseigner dans le sport de combat depuis tout petit, ou c'est venu comme ça par des opportunités? Non, alors moi, très clairement, ma passion, c'est la transmission, l'enseignement, la pédagogie. J'adore les sports de combat, de nouveau, parce que je trouve que c'est très lié à ce que tu disais sur est-ce que c'est inné, est-ce que c'est, etc. C'est que je trouve vraiment les sports de combat, on est dans un truc à la fois. C'est les 2 choses dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Le mental, c'est que c'est fort d'un point de vue émotionnel, fantasmatique, symbolique, etc., que je trouve ça fascinant. Il n'y a aucune activité où la confrontation est aussi forte symboliquement. Et ensuite, basket. Le basket, c'est fabuleux, mais il faut être grand. Les sports de les petits, il y a les lents, il y a les rapides, les endurants, il y a ceux qui réfléchissent, il y a ceux qui foncent. Donc voilà, je trouve qu'au niveau expression du potentiel humain, c'est fantastique aussi. Donc ça, c'est la support. Et après, moi, j'aime la transmission, j'aime transmettre. Je trouve que moi, je tiens pas du tout à être le plus fort dans la pièce. Si j'aide des gens à aller plus loin que là où moi j'en suis allé, c'est mon objectif. Ok. Et autre chose, est-ce que tu as suivi les premiers événements qui ont eu lieu légalisés sur le sol français? MMA, GP, Bellator. Oui. J'ai regardé le direct avec la vie de famille autour, donc et puis l'écran à cacher parce que j'ai un petit quand pas tout à fait de son âge. Donc, mais je les ai regardés. Alors, du coup, moi, je trouve que c'est bien aussi quand on a une occasion de s'exprimer aussi, de saluer un peu les gens qui font les choses, parce qu'il y a trop de gens qui font plein de choses et puis après on n'en parle pas assez. Alors bon, on a bien sûr parlé les ministres qui ont permis la légalisation du MMA pour mettre fin à quand même une aberration. Donc ça c'est super. Les organisateurs qui osent mettre les choses. Là maintenant, le MMA, il est au sein d'une fédération qui est la fédération de boxe. Avec la commission donc, qui est la FMAF. Il y a le travail que je salue, Lionel Brézéfin et Johnny Frachet. Je le salue d'autant plus, je connais un peu de Johnny, mais que je les connais pas plus que ça. Et vraiment, moi, j'ai vu de l'extérieur le boulot fait. Je suis allé sur leur contenu théorique et ce qu'ils font. Et donc, ils ont fait un super boulot. J'ai cru comprendre que il n'y a pas tant de monde que ça qui a bossé. Donc, vraiment, chapeau à eux de porter ça. C'est bien que la fédération... Bravo. Effectivement, j'en profite également parce que là, on a eu quand même la nouvelle pour le CSA, l'autorisation de diffusion, donc c'est déjà énorme. Donc oui, on avance. Et puis, alors je trouve aussi que ça serait dommage d'oublier entre guillemets les anciens. Il y a quand même eu aussi un travail à la base de la CNMMA à l'époque avec Bertrand Amoussou, Ghislain Brix, qui a quand même pris le bâton de pèlerin et c'était dur. De nouveau, moi, j'étais pas dans cette commission-là. Mais je voyais le travail qui était fait et puis c'est porte fermée. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Ouais. Donc, c'était dur pour eux, effectivement. Un grand chapeau à ces pionniers. Oui, tout à fait. Donc voilà, merci les pionniers. De toute façon, MMA Story France, c'est notre credo à nous. On se bat pour permettre à ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire du MMA et du MMA français notamment, de découvrir tous ces pionniers, ces combattants, ceux qui ont permis qu'aujourd'hui on soit là pour en parler et bientôt regarder à la télé à nouveau. Et je vais donner un point et là-dessus, c'est super le boulot que tu fais et que tu sois sur ce créneau-là. Merci.
persuadé qu'avec nos activités, on est sur des activités fantastiques, y compris pour des pratiquants loisirs. De toute façon, notamment en France, le succès d'une activité dépend aussi de sa base de loisirs, le fait qu'il y ait beaucoup de pratiquants, etc. Et le problème qu'on a quand on s'occupe d'un club, c'est aussi des choses qu'on évoque dans nos formations, parce que c'est vraiment un problème qu'on a relevé, c'est qu'on a un produit, entre guillemets, pour parler d'un produit, donc la pratique, la chose qu'on veut proposer, qui est fantastique, y compris en loisir, y compris le MMA en loisir. Oui. Quand les gens s'éclatent, ils s'amusent, ils passent un bon moment, ils découvrent qu'en fait, on se blesse pas, il y a personne qui veut vous tuer, etc., que c'est vraiment... Mais les gens ne le savent pas, c'est-à-dire que les gens ne savent même pas qu'ils vont aimer. Parce que pour eux, c'est inaccessible. Et donc, le fait qu'il y ait des canaux de diffusion comme le tien qui permettent au grand public d'avoir une autre vision des intervenants, des interlocuteurs, des combattants, etc., de l'histoire de l'activité, c'est vraiment ça a une valeur extraordinaire pour les responsables de club, parce que la pédagogie sur ce qu'est cette activité auprès d'un public, notamment néophyte, c'est indispensable. Bon, merci beaucoup, ça fait plaisir en tout cas. Merci pour tout. En tout cas, je suis très contente. J'espère qu'on aura l'occasion après toute cette période de pandémie. On espère que tout ira pour le mieux. On pourra se rencontrer par la suite et puis parler de la formation également qui aura déjà commencé, afin de faire un petit bilan, un petit point dessus pour continuer à en parler à tous ceux qui souhaitent s'inscrire. Écoute, un petit mot. Je te pique 20 secondes. C'est une période très particulière, on l'a évoqué. Moi, j'invite les pratiquants à soutenir leur club. J'invite les coachs à en profiter de ce temps particulier pour se former, pour apprendre, pour rester en contact avec leurs pratiquants, téléphone, Facebook et autres, et pas lâcher, parce que les pratiquants ont besoin des coachs aussi. Et puis un petit message pour les fédérations, c'est pas le moment non plus pour arrêter les diplômes, les formations, les calendriers, etc. C'est aussi le moment pour organiser nos pratiques pour la suite. La pandémie va se terminer, mais c'est à nous de bien gérer la suite, et c'est maintenant. Donc voilà, ne perdons pas ce temps-là, il est précieux. Tout à fait. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi le live. Ça va rester en ligne 24 heures et après, normalement, ce sera également sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à MMA Story France. François Laurent, merci pour tout. Merci. À très vite. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup.